Bonjour aux nouvelles têtes que je découvre ici au Salon Hoche et bonjour également à ceux qui sont toujours peut-être dans leur bureau, chez eux, dans un bus, je ne sais pas où vous êtes. En tout cas, peut-être que vous nous regardez d'un petit peu partout. Cette journée continue, même si elle s'approche doucement à sa fin, mais vous inquiétez pas, il reste encore pas mal de choses intéressantes à voir avec cette nouvelle conférence, puisque je vous présente Lara Salé de Chou. Bonjour. Bonjour. Tu as vu, il y a des gens là, puis il y a des gens chez eux. Ouais, je les vois pas, mais bonjour à vous. Mais on vous dit bonjour quand même. Vous pouvez interagir à tout moment. Donc Lara, tu es là pour nous parler de Balt, ta marque. Donc on va s'intéresser à ça dans quelques instants. Et surtout aussi, Balt, c'est un produit. Alors on le voit ici, c'est des chaussures, mais c'est aussi une éthique. Et c'est comment on lit tout ça ensemble. On va aborder ça. Avant ça, je veux juste vous rappeler, comme je le fais à chaque fois, que vous pouvez interagir à tout moment aussi. Vous, si vous avez la moindre question pendant, on pourra venir vers vous. Et aussi chez vous. Moi, j'ai accès au chat là, juste là sur mon téléphone. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Vous savez comment ça fonctionne, bien sûr. Donc, ça y est, on va pouvoir commencer. J'ai dit le blabla. Donc, on a parlé de basket déjà. Est-ce que tu peux nous présenter ton produit ? Avec plaisir. Alors, bonjour à tous. Donc Balt, c'est une marque de basket, comme tu l'as dit, Nicolas, et avec une certaine éthique. L'idée de Balt, c'était de créer une basket qui soit à la fois esthétique, confortable, désirable, et surtout de le faire avec de manière à réduire le plus possible, en tout cas, à notre petite échelle, l'empreinte carbone donc de la marque et donc derrière des clients qui vont acheter nos produits. Donc comment on fait ça? Comment on essaie de créer un produit avec le plus faible impact carbone dans ce secteur-là? Nous, on a essayé de jouer sur plusieurs axes. Donc le premier, c'est la localisation de nos fournisseurs. Donc tous nos matériaux et la basket en elle-même qui est assemblée au Portugal, et tous les matériaux viennent soit du Portugal, soit d'Espagne. C'est pas forcément pour des raisons alors même si ça l'est aussi, des raisons de proximité au consommateur final, mais c'est surtout... C'est qu'ils sont bons, je sais qu'au Portugal, ils oui, sont bons dans la déjà, chaussure. C'est aussi parce qu'ils sont très bons en termes de savoir-faire. Non, mais même en termes environnemental, c'est aussi parce que le Portugal, voilà, par définition, utilise un mix énergétique qui est quand même meilleur qu'en Asie. En fait, c'est ce qui compte dans 80% de l'impact carbone d'un produit qu'on utilise, c'est comment il a été fabriqué et donc où, parce que quelle est l'énergie qui a été utilisée pour le produire. Voilà, donc d'où, c'est la raison pour laquelle on essaie de centraliser tous nos fournisseurs au Portugal ou en Espagne, en tout cas en Europe. Ça, c'était hyper important pour nous. Et après, on essaie de travailler sur les matériaux aussi. Donc sur les matériaux, on essaie d'utiliser des matériaux qui soient recyclés au maximum. Comme par exemple le fil qu'on utilise pour le tricot de notre basket, il est 100% recyclé. C'est du coton et du polyester recyclé. Enfin voilà, on essaie d'utiliser au maximum, en tout cas quand on le peut, des matériaux qui sont recyclés, tout simplement pour ne pas en créer de nouveaux. Voilà, c'est les deux axes, j'avais dit trois, mais deux c'est déjà bien. C'était deux axes que tu avais dit. Voilà, pourquoi on est aujourd'hui un peu une marque à impact. Et ça sort, comment ça vient? C'est-à-dire que vous pensez à la chaussure et vous vous dites, ah, par contre, si on fait de la chaussure, il faut que ce soit écolo. Ça vient d'où? Ou ça vient d'abord d'une volonté écologique de faire un produit? Ça vient dans quel sens? C'est quoi l'histoire? Alors moi, en tout cas, personnellement, c'est venu dans ce sens-là, dans le sens, je voulais créer un produit à impact avant de penser à la chaussure. C'est venu après, la chaussure, c'est venu pour plein d'autres raisons, mais ma volonté, c'était d'essayer de permettre aux gens d'essayer de consommer de manière plus responsable sans que ce soit vraiment un effort. Et ça a commencé par moi, c'était il y a 3 ans. Je pense que voilà, je suis pas la seule à être passée par des prises de conscience écologiques à ce moment-là et trouver que c'est difficile, et ça l'est encore aujourd'hui, je trouve, de changer nos habitudes, etc. Donc ma volonté, c'était avant tout de créer un produit qui permet aux gens, voilà, sans trop d'efforts, d'aller consommer en réduisant, alors pas à niveau zéro forcément, mais en réduisant un petit peu leur empreinte carbone. Voilà. En optimisant en tout cas, quoi. En optimisant. Et du coup aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, une de nos baskets, tu vois, en produisant en Portugal, etc., elle est environ, c'est vraiment des ordres de grandeur, mais à peu près à 7 kg de CO2. Okay. Lors de la fabrication, tu vois, c'est ça. Et une basket fabriquée en Asie, c'est plutôt 15 kg.
Donc on réduit quand même. C'est un peu plus de la moitié. Il y a encore de la marge pour être parfait, hein, mais voilà, je pense qu'on est sur le bon chemin. C'était l'idée en tout cas. Ça fait, avant de s'attaquer à des choses qui, je sais, vont vous intéresser, c'est-à-dire on est vraiment dedans, c'est-à-dire l'éthique qui rentre en confrontation avec les problématiques de construction, de produits, etc. Avant ça, je voudrais qu'on cerne un peu mieux. Ça fait combien de temps que tu as lancé la marque? Ça fait un peu moins de 2 ans. 2 ans. J'ai lancé, ouais. Ok. Et donc dès le début, c'était là. Du coup, une fois que vous avez votre produit, vous savez que vous voulez faire quelque chose d'éthique, etc. Il faut trouver une plateforme où le vendre. Et alors à ce moment-là, vous avez des idées, mais vous vous êtes tiraillé, vous vous dites... Qu'est-ce que vous vous dites en fait? Parce que j'imagine que l'idée des marketplaces, etc., elle arrive très vite. Et elle repart, elle arrive, comment ça se passe? Alors, les marketplaces, ouais, c'est arrivé vite. Nous, on avait pour envie de créer une marque 100% digitale au départ, parce que voilà, c'est dans l'air du temps et qu'on croit beaucoup online. Et surtout, une autre des raisons, c'était aussi qu'on n'avait pas forcément les marges nécessaires pour se développer via des réseaux de distributeurs physiques. En tout cas, dans un premier temps. Donc voilà, le en ligne pour plusieurs raisons. Et très vite, donc évidemment, on a commencé à développer notre e-shop. C'était la première chose à faire pour se lancer. Et ensuite, les questions des marketplaces sont venues parce que ça peut être un bon réseau pour se développer en ligne, moins, comment dire, qui permettent de conserver un peu plus sa marge que les distributeurs physiques, parce qu'un distributeur physique, il va vous prendre à peu près 50% de votre marge, alors que les marketplaces, c'est 20% en moyenne. Donc pour nous, c'était quand même plus accessible. Et dans un premier temps, on s'est dit, on va essayer d'aller être référencé sur des marketplaces qui partagent nos valeurs, nos engagements. Donc au début, on s'est dit, on veut uniquement aller sur des marketplaces de slow fashion. Tu vois, donc là aujourd'hui on est sur Slow We Are, DreamAct, ce site du marketplace là, et on avait complètement, on s'était dit, on va pas du tout aller sur les autres, c'est complètement contraire, parce qu'elles mettent en avant d'autres marques qui sont pas éthiques. Ouais, vous vouliez pas être à côté d'une marque pas éthique. C'est vrai qu'on s'était peut-être un peu posé la question trop vite, mais on s'était dit, non, logiquement, on peut pas aller sur des marketplaces qui sont pas en accord avec nos valeurs ou qui mettent des produits qui ne sont pas du tout. Ça, c'est à quel stade du projet que vous vous dites c'est pas possible? C'était après le lancement, pendant la première année de lancement. La première année, ouais. Ouais, c'est ça, pendant la première année de lancement. Et après, voilà, c'était aussi dans plein d'autres choses et tout, mais c'est vrai qu'on avait éludé le truc très vite en disant, non, impossible d'aller sur Zalando, qui est un peu... voilà, une grande référence dans quand même la fast fashion, qui a des pratiques qui sont pas non plus, que je cautionne pas forcément, hein, mais voilà, donc on s'était dit non forcément. Donc pendant cette première année, du coup, elle se passe comment? Après, c'était le début. Hein. Nous, ouais, on était en train de lancer notre e-shop, livrer nos premiers clients. Voilà, on n'avait pas d'autres sujets de toute façon pour nous occuper. Donc voilà, on était un peu dans le quotidien opérationnel. Voilà. Ok. Et donc, à un moment, qu'est-ce qui change la donne alors? Parce que là, vous vous dites, c'est pas possible de nous lier à ce genre de marketplace. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le cas. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? On a vendu notre âme au diable. Et voilà, je te le dis. Alors, le petit point de bascule qui s'est passé, c'est Decathlon, en fait, qui à un moment nous a contactés. T'as vu la tête, t'as dit Decathlon, les gens n'ont pas encore compris. Non, alors, j'y viens. Ouais. En fait, Decathlon, ils nous ont contactés parce qu'ils cherchaient justement à étoffer leur gamme et à proposer des marques plus éco-responsables sur leur plateforme. Donc nous, Decathlon, nous on est tout petits, on vient de lancer notre campagne Ulule et tout. Il y a Decathlon qui nous contacte. On se dit waouh. Et là, du coup, on se repose la question parce que Decathlon, c'est pas non plus Zalando en termes d'image, mais en même temps, Decathlon, ils proposent des marques comme Nike, Adidas sur leur marketplace. Voilà, la question s'est vraiment posée à ce moment-là parce que donc à la fois c'est ça Decathlon et à la fois c'est quand même un beau groupe français qui a des valeurs, des engagements, en tout cas qui essaie de se développer là-dedans et puis qui a une certaine notoriété aussi. On s'était dit, en fait, on est une toute petite marque, il y a un moment où on cherche à se faire connaître et se développer. Donc voilà, donc la question s'est posée là, vraiment à ce moment-là. Et en fait, on a réfléchi et on s'est dit, mais en fait, c'est quoi nos objectifs
en créant Balt, c'est quoi nos objectifs au fond? C'est d'essayer de sensibiliser les gens à consommer mieux, faire mieux, attention. etc. Même si c'est pas en achetant nos produits, si à un moment on arrive à juste faire passer un message à 2-3 personnes, bon bah voilà, c'est déjà ça de prix. Et sensibiliser, et aussi forcément, pour le coup, améliorer la consommation, réduire l'empreinte carbone des individus, etc. Et donc, tout ça, c'est, pour nous, en tout cas, ça passait par le fait d'acheter nos produits plutôt qu'une basket Nike. Et voilà. Et donc, en fait, c'est ça notre objectif à un moment, c'est quand même de se développer pour permettre aux personnes de connaître le produit. Plutôt qu'un bien produit sûr. qui, pour nous, est un peu plus mauvais pour la planète. Voilà. Et donc, en fait, on s'est dit, un Decathlon, enfin une marketplace, qui n'est pas forcément en accord totalement avec nos valeurs, elle peut nous permettre d'atteindre ces objectifs. En fait, si à la fin, une personne, elle achète une de mes baskets sur Decathlon ou sur Zalando, la finalité, c'est qu'elle va acheter une de mes baskets plutôt qu'une Nike. Enfin, j'espère en tout cas. Moins consommé, ouais. Et donc, au final, pour la planète, il y aura eu un petit peu moins de carbone. Bon, c'est vraiment des... Voilà, c'est pas comme ça qu'on va... Je suis consciente qu'on n'est pas en train de sauver le monde, hein. Mais c'est des petites étapes et c'est des petits gestes. Et donc, c'était ça notre objectif. Et on s'est dit, ouais, ok. Donc pourquoi pas, en fait. Si au final, ça aide notre objectif ultime, pourquoi pas. Et puis voilà, et on s'est dit aussi qu'aller sur ces marketplaces-là, ça permettait aussi de nous faire connaître du grand public ou d'autres acteurs dans le secteur, etc. Et en fait, quand tu es une petite marque éthique, que tu te lances, tu n'as quasiment pas de budget, tu as beau faire les choses bien, si en fait tes choses bien, elles restent dans le placard parce que personne ne les connaît, ton produit, il sert à rien en fait. Donc... assez naturellement, on s'est dit oui, on va sur Decathlon, et après, et c'est là où on s'est ouvert, on s'est dit pourquoi pas aller sur les autres en fait, Zalando et d'autres, en se disant si on veut se battre contre les marques qu'on appelle de fast fashion, il faut aller se battre sur leur terrain en fait. Il faut essayer de leur prendre des parts de marché, là où ils sont vendus, et voilà, ça ne sera pas facile quoi qu'il arrive, mais en tout cas, il faut essayer. Enfin voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Du coup, comment on fait pour conserver, alors c'est la grande question de toute la conférence, hein, mais vous êtes face à cette marketplace, on commence avec Decathlon, du coup vous avez commencé avec Decathlon? Ouais. Voilà, donc quelles sont les barrières que vous avez eues, quelles sont les forces que vous avez eues avec Decathlon, et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à réfléchir à votre stratégie pour garder votre éthique tout en étant sur le store? Comment vous avez fait? En fait, pour garder, alors on est encore une petite marque, hein, donc garder l'éthique, tu vois, on n'a pas encore des campagnes de communication dans le métro, hein, donc tu vois, c'est plus nous un email à nos clients pour leur expliquer, donc c'est quand même assez simple, mais nous on a toujours été à fond dans la transparence, on explique tout, de la provenance de nos produits, à ce qu'on pourrait faire mieux, enfin voilà. Donc à partir du moment où je trouve t'expliques bien la démarche, les gens ils vont le comprendre, et c'est vrai que une des raisons qui nous freinait peut-être à aller sur ces marketplaces-là, c'était la peur de la réaction des clients qui ne comprendraient pas, même si on a une petite base de clients pour l'instant. En fait, les gens ils réalisent bien parce qu'ils ont envie de voir ta marque grandir aussi, s'ils soutiennent ton produit, et si tu leur expliques, en fait, normalement ça passe bien, quoi. Et comment vous leur expliquez? Donc il y a des mails, c'est ça? Mail, ouais. Moi j'avais fait un post LinkedIn et ça avait fait un peu réagir. C'est avec ce post LinkedIn que Alain m'a proposé après un post LinkedIn et t'es là. Voilà, super. Non, mais c'est aussi ça, tu vois. En fait, pourquoi on va sur Zalando, c'est aussi pour faire parler de nous, que ce soit trouver des nouveaux clients via directement leur marketplace, mais aussi pour communiquer et faire interagir les gens, et ça fait réagir, et du coup ça fait parler de toi au final. Donc voilà. Et donc la transparence, tu ressens vraiment que c'est un élément qui te permet de garder cette volonté, cette intégrité que vous essayez d'avoir, ça passe par la transparence? Pour moi, ouais, 100%, parce que en fait, c'est depuis le début, on est hyper conscient que ce qu'on fait, c'est peut-être un peu mieux que ce qu'on font d'autres, et encore, on n'a pas encore le recul nécessaire, on n'a pas encore fait des audits énergétiques, enfin voilà, c'est des sujets hyper complexes et tout, donc on essaie de rester super humble en se disant
on avance à petits pas et voilà, ce qu'on fait, c'est peut-être mieux, c'est peut-être finalement peut-être qu'on se rendra compte que c'est pas mieux. Donc on reste humble et transparent et du coup, ouais, je pense que enfin, c'est ce qui fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est ce qui permet de garder notre intégrité, quoi. On est honnête. Et voilà, et on n'a jamais voulu dire, je sais pas, la basket la plus écologique du marché, la basket 100% recyclée. Non, on explique bien que bah il y a des matériaux dans notre basket qui sont pas recyclés. Enfin, la transparence. Voilà, transparence totale, parce que pour moi, il y a que comme ça que les gens finiront par savoir comment bien consommer et voilà, comprendre tous ces enjeux-là qui sont hyper compliqués, enfin, clairement. Comment tu vis au quotidien, parce qu'on sent, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans ta façon de t'exprimer là, aujourd'hui, que de temps en temps, il y a une lutte entre le produit que tu vends et l'éthique que tu souhaites aborder. Enfin, du coup, ton produit, il est beaucoup plus éthique que toute la concurrence, évidemment. Mais à quel point ça peut vous freiner ou vous donner de la force, ce combat que vous faites? Ouais, en effet, tous les jours, dans la tête, ça se sent. Hein. Bah non, mais c'est vrai, quand tu essaies de créer une marque avec impact, tous les jours, tu te dis, est-ce que mon impact il est suffisant? Est-ce que finalement, c'est pas pire ce que je fais? Est-ce que je fais parce que je fais quand même créer un nouveau produit? Donc ouais, tous les jours, tu as des crises de conscience, en tout cas pour ma part. Mais je finis par m'auto-convaincre que non, c'est mieux justement par les chiffres, parce que j'arrive à mesurer un petit peu que en termes d'impact carbone, c'est quand même mieux qu'une Nike aujourd'hui. Donc voilà, tu essaies de se rassurer un peu comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas simple, c'est des sujets encore très récents, on n'a pas forcément encore le recul. Et moi, j'ai pas la science infuse non plus là-dedans. J'ai pas fait 10 ans de RSE avant, donc c'est pas, voilà, on reste humble dans notre démarche et on essaie de s'améliorer aussi au fil du temps et voilà. Ok. Il y a des crises de conscience, en effet. Ah ouais, je voulais qu'on en parle, on le sent. Attaquons-nous au marketplace un petit peu plus en précision du coup. Ça commence par Decathlon. Alors à côté, dans le marketplace de Decathlon, comment vous placez, vous, votre chaussure éthique? Est-ce qu'il y en a d'autres à côté de vous? Est-ce que vous avez l'impression d'être précurseur sur ce shop? Comment ça se passe, vous, quand vous arrivez sur Decathlon? Ouais, alors je vais parler pour les deux, Decathlon, Zalando, parce que c'est un peu pareil. Okay, et il y a eu du changement en plus récemment. Alors nous, on espérait, une des raisons pour lesquelles on va chez eux, c'est qu'on espérait faire partie de leur sélection de marques éco-responsables. On s'est dit, en fait, c'est une manière, parce que forcément, un Decathlon, un Zalando, il y a tellement de choix qu'on passe très vite inaperçu. Enfin, clairement, surtout Zalando, ils proposent aujourd'hui de faire des campagnes marketing au sein de leur site, etc. Si vous les faites pas, voilà, on peut vite être complètement invisible sur Zalando. Et donc nous, là où, notre espoir en tout cas, c'était, ils ont aussi besoin de marques comme nous parce qu'ils ont envie aussi de mettre en avant autre chose, de parler à d'autres consommateurs. Et donc, on espérait qu'ils nous mettent un petit peu en avant. Zalando, notamment, ils ont un label en interne qui est critiquable sur plein d'aspects, parce que le label, il est, en fait, il se base notamment, principalement, sur les matériaux utilisés pour les chaussures. Et pas du tout la provenance, pas du tout les lieux de fabrication, etc. Okay. Donc en fait, à partir du moment où il y a un peu de recyclé dans de matériaux recyclés dans votre basket, elle pouvait avoir le label éco-responsable de Zalando. Donc voilà, critiquable, mais on s'est dit, bon, encore une fois... Est-ce qu'on ne fait pas un pas quand même? Est-ce qu'on va pas vers nous, ça? on voulait être quand même référencé pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, je ne vais pas les refaire. Être référencé et avoir ce label éco-responsable. Donc tout ça prend du temps. Hein. Se mettre sur Zalando, ça prend, ça prend au moins 6 mois. Quoi. Et donc, on a fini par avoir le label très récemment là. Donc tu fournis quand même pas mal de documents, des certificats, etc. Et en fait, entre-temps, une fois qu'on a eu le label éco-responsable, donc pour nous qui allait nous permettre de nous différencier justement des autres marques, et très vite on voit que déjà il n'y a plus la petite étiquette verte éco-responsable sur les marques labellisées, et il n'y a même plus de catégorie, tu vois, sur leur marketplace. D'accord. Et donc moi je les ai contactés, je leur ai dit je comprends pas, on a le label ou on l'a pas, je vois rien de visible en fait. et en fait ils ont fait un pas en arrière là-dessus. Et Decathlon c'est pareil parce que j'en ai discuté avec eux récemment. En fait pour eux, je pense que c'est hyper compliqué
C'est ce que le fondateur de Courbet a dit juste à côté. En fait, de faire juxtaposer des marques éco-responsables avec des marques pas éco-responsables, d'un côté, les marques pas éco-responsables, du coup, elles vont être encore plus stigmatisées, alors que c'est quand même leur gagne-pain. Donc, compliqué de faire un peu... Donc, du coup, ils enlèvent la pastille, quoi. Voilà, et du coup, ils ont... Ouais, je pense qu'ils se sont fait aussi peut-être... c'est compliqué de parler d'éco-responsabilité quand t'es Zalando, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont là derrière et qui t'attaquent très vite. Donc, c'est des sujets pas simples à aborder pour eux. Ils sont encore loin d'être parfaits. Donc, communiquer quand tu fais pas forcément les choses encore comme il faut. Tu peux être pointé du doigt aussi. Tu peux être hyper pointé du doigt. Et Decathlon, c'est pareil. Ils nous ont dit qu'en fait, ils s'étaient rendu compte que c'était assez compliqué à mettre en place chez eux aussi, et donc voilà, il y a un peu un retour, c'est un peu compliqué. Et donc pour te dire qu'aujourd'hui, ta question c'était comment tu te... Ouais, au final, est-ce que les gens le voient pas forcément? Et du coup, au final, les gens le voient pas, et donc je te cache pas qu'en effet, maintenant sur Zalando, pour l'instant, on passe assez inaperçu. Enfin, et t'es pas forcément concurrentiel en termes de prix, et t'es pas forcément mis en avant parce que t'es plus éco-responsable. Donc voilà, c'est pas forcément pour l'instant, mais c'est récent, hein, ça peut évoluer. Okay. Mais en termes d'objectifs, on avait espéré mieux pour Zalando, clairement. En termes d'image ou en termes de chiffres aussi? Non, plutôt en termes de chiffres et de notoriété, enfin okay. de se connaître et de faire augmenter nos ventes, etc. Parce qu'en fait, c'est ça, t'es pas forcément visible par rapport aux marques qui investissent en campagne sponsorisée sur Zalando, par rapport aux marques qui sont 2 fois moins chères que toi, surtout déjà les marques hyper connues. Enfin, voilà. T'as senti une évolution positive quand même en étant sur ces marketplaces? Alors Zalando, franchement, c'est super récent. Hein. C'était juste cet été. Ouais. Et le label. Donc ça fait un peu tôt en effet pour voir le réel. Peut-être un bilan. Decathlon, ça fait un petit peu plus longtemps. C'est quoi la question, pardon? Qu'est-ce qui est ressorti de positif quand même en étant sur Decathlon, Zalando? Qu'est-ce que vous en ressortez de bien? Même si pour l'instant les ventes c'est pas forcément ça, et voilà, c'est pas ça qui les objectifs en tout cas sont pas forcément atteints. En termes de notoriété et faire parler la marque, avoir des choses sur lesquelles communiquer, en termes de légitimité aussi vis-à-vis des acteurs, tu vois, des acteurs dans la mode ou autres, ça parle aux gens quoi. Quand tu dis des noms un peu connus, Decathlon, Zalando, ça fait réagir, ça rassure aussi. De se dire que que les gens, c'est aussi une sorte d'approbation de ton produit par des pairs, par d'autres personnes. Donc voilà, ça rassure. C'est marrant parce que du coup, ça apporte une légitimité. Tu disais d'être sur ces marketplaces. En tout cas, ça. Non, ça fait. Ouais, non, moi, tu me dis. Hein, c'est légitimité, en tout cas, plutôt business que écologique, clairement. Mais oui. Je voulais pas mélanger l'écologie à ça. Autant pour moi. Parce qu'en fait, c'est vrai que Decathlon, Zalando, on voit des pubs à la télévision. Il y a une véritable identité de marque, alors que ce sont des marketplaces qui vont accueillir d'autres marques. Comment, quand on est une marque justement et qu'on a un produit à vendre, on se positionne quand on fait ça? Parce qu'on sait qu'on va être à la fois porté par une marque, mais comment on fait pour essayer de pas être, d'exister en tant que marque quand même à l'intérieur? Je crois que... J'ai posé une question difficile là. Comment tu fais pour exister en tant que marque? Comment t'essayes en tout cas? T'essayes. Tu vas parler avec ta relation client peut-être? Non, mais comme tu essaies de le faire, de toute façon on est sur un marché méga concurrentiel et on va pas se cacher, c'est dur en effet d'exister parce qu'aujourd'hui l'argument écologique il suffit pas et c'est de plus en plus le cas. Quand on s'est lancé il y a 3 ans, on avait l'impression qu'il y avait déjà évidemment des acteurs, mais aujourd'hui t'as plein de petits acteurs qui se lancent comme nous, et tu as aussi les gros acteurs qui en tout cas s'y mettent aussi à faire à être plus éco-responsables, alors même s'il y a du greenwashing et tout, en tout cas c'est plus un argument de vente à lui tout seul, donc il faut être désirable par plein d'autres aspects. Donc oui, c'est pas évident, c'est clair, faut passer par plein de choses, l'image, et c'est plein de choses. Juste avant qu'on commence et tout, tu me parlais de l'importance de la relation client pour toi.
Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? Du coup, la transparence avec les mails, déjà, on peut revenir sur ça, mais genre, qu'est-ce que vous mettez en place pour ce lien? Qu'est-ce qu'on met en place pour ce lien? Bah, ouais, la transparence, c'est beaucoup, tu vois. Il y a une catégorie sur notre site, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, et ça fait vraiment partie de notre communication depuis le début. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, ouais, mais c'est pas très vendeur votre truc. Ok. Bah ouais, parce qu'en fait, Ah oui, de montrer de montrer tes faiblesses ou. Mais je sais pas, c'est vrai que non, c'est toujours dit, bah, dans ce milieu-là, on a un peu un devoir d'être responsable et d'être transparent et voilà, même si oui, c'est peut-être moins vendeur parce que tu dis pas ton produit il est 100% recyclé, alors que ton voisin il aura absolument aucun problème à le dire en faisant un peu de greenwashing, tu vois. Bon, mais donc ouais, la transparence, les emails, les retours clients, on demande beaucoup de retours à nos clients. Enfin voilà, je pense des choses assez. Ouais, mais on peut les lister quand même. Elles paraissent naturelles peut-être, mais les gens sont là aussi pour les entendre. Tu veux poser une question? Oui. Ah mais oui, je me disais, tu me dis quelque chose, mais je sais pas, maintenant on s'est rencontrés. Alors, juste avant ça, je répète pour que le live puisse entendre. Donc, un intervenant qui est dans la même crèmerie, je cite le terme, c'est-à-dire aussi dans un shop, enfin dans un produit qui se veut éthique. Et donc, la question, c'est, mais alors, avoir été sur ces plateformes, est-ce que ça a vendu? C'est ça? Voilà. Est-ce que ça, voilà. Ouais. Ouais, les plateformes éco-responsables, pardon, c'est vrai que j'ai pas précisé. Est-ce que les plateformes éco-responsables, du coup, permettent d'être mieux mis en avant? Ouais, non, bonne question. Hein. Alors, nous, on fait plutôt 70% de nos ventes, c'est sur notre site en direct. Et peut-être 25%, c'est sur les marketplaces. Et 5% sur tu vois, les ventes physiques qu'on fait ponctuellement. Donc, c'est quand même moindre. Sur les marketplaces, celle où on marche le mieux slow fashion, c'est WeDressFair. Je trouve qu'il nous apporte le plus de ventes. Mais en fait, nous, on fait assez peu de volume. Nous, on a, voilà, de manière générale, on a des tout petits budgets d'acquisition, tu vois, donc en fait, mais c'est vrai que, tu vois, on va mieux fonctionner sur WeDressFair que Zalando pour l'instant. Enfin, parce que forcément, sur WeDressFair, tu as moins de produits, tu n'as pas 17 pages, ou voire 42 pages, je sais même pas, de basket. Enfin, tu es un peu plus visible, quoi. Et puis les gens, je pense, la clientèle, forcément, est beaucoup plus réceptive à ton discours parce qu'ils vont déjà sur WeDressFair pour ces raisons-là. Ouais, donc ça fonctionne, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas encore notre principal, tu vois, ça reste, c'est plus sur notre e-shop pour l'instant qu'on vend encore. Très faible. Zalando, non mais. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, j'avais déjà commencé, j'avais posé cette question sans trop la poser pendant la conf. Ouais, alors, Zalando, on a fait une vente pour te dire pour l'instant. Donc c'est vraiment, et je me suis même dit, mais d'où elle sort? Enfin, en fait, non mais à partir du moment où on était, nous, je te dis, on avait cet espoir d'être mis en avant dans la catégorie. Enfin, à partir du moment où j'ai vu que c'était pas le cas, je me suis dit, on va jamais vendre sur Zalando. Enfin, en fait, on est en page 42, comme je te dis. On est par ailleurs pas très connu non plus. Enfin, on est encore une toute jeune marque. Si à un moment t'es pas mis dans une catégorie un peu différenciante sur Zalando, c'est compliqué, quoi. Si t'as pas une grosse notoriété derrière, voilà. Donc non, pour l'instant Zalando, clairement, on vend pas. Decathlon, on a fait un peu plus de ventes, mais c'est pareil, tu vois. T'es peu visible, quoi. Pour l'instant, on est très peu visible. Donc, parce que la carte à jouer sur ces marketplaces de base, c'était ce côté éthique pour être mis en avant dans cette catégorie. Ils ont un peu rétro-pédalé là-dessus. Donc c'est vrai qu'on avait eu des espoirs qui ont finalement pas. Après, ça peut changer. Ça peut encore changer, tu vois, je pense. Et puis après, aussi, c'est des effets boule de neige. C'est-à-dire que demain, si nous, on arrive à être connus, eh ben, Zalando va nous permettre peut-être de faire l'effet boule de neige qu'on aimerait. Voilà, c'est aussi un pari sur l'avenir. Déjà, là, être présent maintenant, ça peut être important pour plus tard pour vous, pour un point de transition. Bien sûr, si tu commences, toi, à être connu quelque part, ils vont être encore des relais. Ouais, voilà. Mais c'est sûr que t'as rien sans rien non plus, quoi. Est-ce que ça présente des coûts? Alors, ouais, Zalando, Decathlon, c'est un système d'abonnement, je crois que c'est 40 € par mois.
pour être sur la marketplace. Zalando, alors nous au départ on s'était dit qu'on n'irait pas parce que tu as des gros coûts d'entrée, notamment pour l'intégration, où en fait tu es obligé de passer par des intégrateurs externes, et nous on avait demandé des devis à 2-3 intégrateurs et c'était au moins 6 000 €, un truc comme ça, juste pour se faire intégrer sur la plateforme, et donc nous on n'avait clairement pas cette somme. Et voilà. Et en fait, en rediscutant quelques mois après avec Zalando, je les ai recontactés et c'est eux qui m'ont mis un peu sur la piste d'un autre intégrateur qui fonctionne à la com. Donc, qui n'a pas forcément un gros fils d'entrée, mais il fonctionne à la com. Voilà. Donc, ils sont pas très rentables sur nos produits pour l'instant, mais ça nous a permis de nous intégrer dessus, ouais, sur voilà, en termes de coûts. Non, et Zalando, ils proposent un système de stockage aussi en interne, où en fait tu stockes tes produits chez eux et ils s'occupent de l'expédition aussi. Et donc ça a un coût aussi. Mais nous on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on a des tout petits stocks et c'était hyper compliqué pour nous de stocker une partie de notre stock, d'immobiliser en fait entre guillemets une partie de notre stock chez eux en Allemagne, et du coup on fait les expéditions nous-mêmes de la France. Ouais, Shopify. Ouais, ça remonte. Oui, c'est intégré. Ouais, ça maintenant, toutes les marques, le marketplace le font globalement. Et si les marketplaces le font pas, on n'y va pas. C'est ingérable en termes de gestion de stock. Enfin, surtout quand on a des tout petits stocks comme nous. Mais maintenant, globalement, même les petites marketplaces, elles arrivent quand même à créer des outils qui permettent de s'intégrer et de synchroniser les commandes et les stocks. Sinon, c'est pas gérable. Ouais. Est-ce que voilà, donc est-ce que c'est le côté dans ton ressenti, dans les feedbacks que tu as pu avoir, etc. Est-ce que c'est vraiment le côté écolo qui va drainer ou drainer les acheteurs ou convertir à l'achat, ou est-ce que c'est parce que tes chaussures elles sont cool? J'ai un peu modifié mais c'est ça l'idée. C'est ça. 50-50, je dirais. 50% c'est des gens, tu sens qu'ils viennent pour ça, ils ont cherché, ils ont tapé basket écologique, basket made in Europe, enfin voilà, tu sens qu'il y en a. Après ça suffit pas, enfin en fait si derrière la basket elle leur plaît pas, ils vont pas l'acheter bien sûr. Donc mais je dirais ouais, notre clientèle, tu vois, un peu 25-30 ans, sensible à ces enjeux environnementaux, qui vient pour ces raisons-là, voilà. Et après il y a une autre clientèle, enfin qui vient pas forcément pour ça, notamment une clientèle un peu plus senior aussi, tu vois, qui eux, en fait, les enjeux environnementaux, tu veux, ils s'en fichent un peu. Eux, ils sont plus attirés par le confort et le style de la basket. Voilà, donc nous, ça nous va aussi. Enfin, tu vois, encore une fois, on se dit, ce qu'on veut à la fin, c'est que la personne, elle consomme moins d'énergie. Enfin, voilà, elle a une empreinte carbone un peu meilleure. Et en fait, j'ai envie de dire, je pense même qu'il faut qu'on arrive de plus en plus à essayer de vendre, que ce soit même plus un argument. Au début, on s'était dit, si on pouvait même ne pas le dire, que nos baskets sont plus écologiques, ce serait bien si les gens pouvaient l'acheter juste parce qu'ils la trouvaient stylée. Mais bon, ça c'est compliqué aussi. C'est compliqué aussi parce que c'est aussi une manière d'avoir tes premiers clients, cet argument. Et à la base, c'est ce que j'allais te dire, à la base, ouais. À la base du projet, c'était 50-50 aussi, ou c'était vraiment plus l'argument écologique qui les drainait au tout début? Je pense qu'au début, c'était quand même l'argument écologique qui était, qui primait peut-être, mais il faut arriver à le dépasser malheureusement parce que ça suffit pas, et voilà. Tu avais une question tout à l'heure, non? Peut-être pas. Non, juste derrière. Non, pardon. J'ai cru. On a le temps pour une dernière question. Voilà, je sais que les gens à distance nous regardent, nous épient, nous écoutent, mais sont très timides et n'osent pas forcément poser des questions. Mais en tout cas, vous pouvez, parce que voilà, il y a le temps pour une dernière question. Donc il y a le temps. Je laisse au cas où quelqu'un se décide. Hein. Ah non, mais on est là, on attend. Hein. Non, mais si je peux dire une dernière petite chose sur les marketplaces slow fashion, s'il n'y a pas de questions. Hein. Vas-y, on attend. C'est que, en fait, tu en as aussi pas mal qui nous contactaient et qui te demandent pas forcément, de justifier ton caractère plus éco-responsable que d'autres, c'est-à-dire ils ne demandent pas forcément tes certificats. Ah ouais? Et en fait, du coup, tu vois, ça te fait aussi un peu... Enfin, je veux pas dire qu'il y a aussi... Mais tout n'est pas bon non plus. Dès que tu vois une marketplace qui dit je mets en avant des produits éco-responsables, enfin,
c'est pas non plus tout n'est pas non plus tout rose dans les marketplaces slow fashion. Enfin voilà. De toute façon, il y a des super intéressant. Mauvais dans plein de choses et on est encore au début de ces sujets-là, je pense. Il y a plein d'améliorations encore à faire. Ouais, donc si on peut conclure ensemble un petit peu tout ce qu'on s'est dit ensemble, du coup, comment tu résumerais un petit peu ce qu'on s'est dit là? Je demande un exercice là. Dur. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer plutôt? Non, moi je trouve que au-delà des ventes, tu vois, clairement qui sont pas encore au rendez-vous, je trouve que ça vaut le coup parce que en termes de, je te dis, de légitimité, de notoriété, de communication, et voilà, c'est toujours, et c'est des process qui sont quand même longs. Je te dis, ça nous a pris plus de 6 mois carrément pour Zalando. C'est des process quand même compliqués, ils demandent plein de documents, c'est beaucoup d'allers-retours. Faut quand même, voilà, c'est du temps à prendre en compte. Donc ce sera peut-être du temps de gagner pour après, et même si en termes de chiffre d'affaires les résultats ne sont pas forcément là, je pense que ça peut avoir un effet positif sur l'avenir et puis de faire changer ces marketplaces là aussi. Enfin, moi c'était ça mon idée aussi, enfin, c'est peut-être un peu utopique, mais de se dire voilà, c'est en allant discuter avec eux, en intégrant ces marketplaces là qu'on arrivera à les changer, en tout cas à faire passer nos messages auprès des consommateurs. C'est pas du tout parfait encore, hein, mais bon, c'est le début, quoi. Je me dis, voilà. J'aime bien parce que dans le discours pour la marque aussi, qui montre ce qui est perfectible, et là, quand tu parles aussi, tu dis on peut toujours faire mieux, etc. Donc on sent que c'est dans l'ADN quand même d'être honnête, de voir où on peut s'améliorer. Merci beaucoup, c'était très agréable d'être en ta compagnie, Lara Salé de Chou. Merci à vous d'avoir été là. Eh bien, il reste encore une dernière conférence aujourd'hui, mais vous allez pouvoir prendre une petite pause. Merci encore, merci encore, merci. Merci à toi.